Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce n'était qu'un enfant de 11 ans, lorsque le 19 avril 1943, il a sauté du train qui le déportait avec sa mère vers Auschwitz. Grâce à sa force et son courage, mais aussi à l'aide de nombreuses personnes qu'il croise sur sa route, il survit à la barbarie nazie. 80 ans plus tard, il continue de témoigner inlassablement pour que l'on n'oublie jamais, témoigner aussi pour sensibiliser au risque du rejet de l'autre et de l'extrême droite. Simon Gronowski est notre invité ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Simon Gronowski, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes celui qu'on a appelé l'enfant du 20e convoi. Vous êtes le plus jeune évadé de ce train qui était parti de Malines et qui emmenait 1631 personnes juives vers Auschwitz. Quel souvenir gardez-vous encore aujourd'hui de ce jour, de ce 19 avril 1943 ? Le 17 mars 1943, nous étions cachés à Oluwe-Saint-Lambert et nous avons été arrêtés, ma mère, ma sœur et moi. Mon père a échappé parce que ce jour-là, il avait été hospitalisé parce que mon père avait un problème du côté des poumons. Il a échappé à l'arrestation et on était à Oluwe-Saint-Lambert, dans un petit appartement, on était cachés. On a été dénoncés, je n'ai jamais su par qui. Et puis, on a été... 2 hommes sont entrés dans l'appartement et nous ont emmenés d'abord au siège de la Gestapo à Bruxelles, avenue Louise, où on nous a mis dans une cave et le lendemain, dans une grande prison, la caserne d'Ossin à Malines. Je suis resté là 1 mois et au bout d'1 mois, on m'a mis dans un wagon à Bestiaux. Avec ma mère et une 50aine d'autres personnes autour de moi qui gémissaient. Et je ne comprenais rien à la situation. J'avais 11 ans. J'étais encore dans mon univers de louveteau, des scouts. J'adorais les scouts de ma commune Etterbeek. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Le train a commencé à rouler que le soir, il faisait tout noir dans ce wagon, et rapidement j'ai senti que le train s'arrêtait, et j'ai sorti du fond de mon wagon, et j'ai entendu qu'on courait le long du train, en tirant des coups de feu et en hurlant en allemand. C'était l'escorte Waffen-SS du train. Je ne voyais rien, je ne savais rien, mais j'entendais, et j'ai appris après la guerre que c'était l'action de 3 jeunes résistants qui ont arrêté le train à Boortmeerbeek, petite commune, une petite ville entre Malines et Louvain. Ils ont réussi à ouvrir un wagon, pas le mien, et ils ont sauvé 17 personnes. Ce fait est unique de toute la guerre. Oui, c'est la seule fois, dans toute l'histoire de la déportation européenne, c'est la seule fois où finalement un convoi a été attaqué. Alors ici, on va citer le nom de ces 3 résistants, Jean-Franck Lemont, Jura Lifschitz et Robert Mestrio. Oui. Et donc, ils ont attaqué ce convoi pour réussir à ouvrir certaines portes. Ce sont 3 héros qui m'ont sauvé indirectement la vie, car après le train est reparti, je suis tombé endormi dans les bras de ma mère, avec l'impression que des hommes de mon wagon, déportés comme moi, essayaient d'ouvrir la porte coulissante de l'intérieur. À un certain moment, ma mère m'a réveillé, le train roulait, mais la porte était ouverte. Alors elle m'a pris par la main, elle m'a conduit vers la porte. Là, j'ai attendu mon tour, parce que 2-3 personnes sautaient devant moi. Et quand ce fut mon tour, ma mère m'a fait asseoir sur le bord du wagon, et puis elle m'a fait descendre doucement jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Et elle me tenait solidement par les vêtements, mais au début, je n'osais pas sauter. Ce train allait quand même vite. Et ma mère m'a dit « Le train va trop vite !» Ce sont les derniers mots que j'ai jamais entendus de ma mère. Et puis le train a ralenti et j'ai sauté. Je suis arrivé souplement sur le ballast. Je ne me suis pas fait mal, je ne suis pas tombé, ni blessé. Je suis resté debout. Et le train continuait à rouler doucement vers l'avant.
Et je suis resté à côté de ce train debout. J'attendais ma mère. Je pensais qu'elle allait sauter, me suivre. Mais le train s'est arrêté complètement et j'ai entendu les gardiens qui venaient dans ma direction en tirant des coups de feu. Parce que moi j'étais plutôt en fin de convoi avec mon numéro 1200 aidés sur 1600 personnes. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon. Et rejoindre votre mère. Pour rejoindre ma mère et ne pas être pris en faute. Mais pour faire ça, j'aurais dû aller en leur direction qui venait vers moi en tirant des coups de feu. Alors tout d'un coup, dans un réflexe que j'ai jamais compris, j'ai tourné à gauche et j'ai couru. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois. Et c'était dans le Limbourg, dans les bois et les champs, dans le Limbourg. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu cette nuit-là? Vous avez couru sans réfléchir vraiment où vous alliez? Je courais en me disant, où suis-je? Suis-je déjà en Allemagne ou encore en Belgique? Et que faire maintenant? Mais comme j'avais appris, comme louveteuse, comme petit scout, qu'il fallait se débrouiller et que je pouvais dire à personne d'où je venais, parce que je pouvais tomber sur un ami des nazis. Je suis arrivé dans un village, j'ai choisi une maison, une petite maison d'ouvriers qui m'inspirait confiance parce que les grandes maisons étaient souvent occupées par la Wehrmacht. Et là, j'ai sonné et j'ai dit à la dame, « Madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants, je me suis perdu. » Et j'ai retourné à Bruxelles chez mon père. Cette explication que j'avais échafaudée en courant ne tenait pas debout. Que faisait un petit francophone en pays flamand? Les vêtements déchirés, pleins de boue, à 80 km de Bruxelles. Enfin, cette dame n'a pas posé de questions. Elle a appelé son voisin qui m'a conduit à vélo à la ville voisine, Borglone. C'est entre Saint-Tron et Tongres. Et il m'a déposé chez un monsieur. Quand je l'ai vu, avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, j'ai été pris d'une terreur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Il me demande tout le temps qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je répondais, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il prend son vélo, il va à la gare, il revient et me dit, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Tu t'es échappé. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras, en pleurant, en avouant, en lui parlant de ma mère. Sa femme m'a donné à manger, un bain parce que j'étais plein de boue. Et comme je vais rentrer à Bruxelles, mais pas à pied évidemment, mais avec un autre train, et que je vais être habillé correctement pour ne pas me faire remarquer, et que mes vêtements étaient complètement abîmés, pleins de boue, elle m'a donné le costume de son petit garçon. Et le même jour, ce gendarme m'a fait conduire à une autre gare par sécurité, une gare qui s'appelle Kortenbos, et j'ai pris le train. Miracle, pas de contrôle dans mon train, je suis arrivé à Bruxelles. Eh bien, ce gendarme, c'est un héros. Si les nazis avaient su qu'il a protégé un enfant juif évadé, il l'aurait fusillé. C'est un héros. Et puis après, j'ai retrouvé mon père. J'ai retrouvé mon père qui était caché après l'arrestation. Mes amis scouts sont allés le chercher à l'hôpital pour le mettre en sécurité dans une famille. Et j'ai été chez mes amis scouts directement, en revenant à Bruxelles, qui m'ont conduit chez mon père, je l'ai trouvé. Et puis on est le 20 avril 1943. Ouais. Et je dois attendre encore 17 mois la libération de Bruxelles. Le 3 septembre 1944. Et pendant 17 mois, j'ai été caché dans des familles catholiques qui m'ont traité comme leur enfant. J'ai changé 2-3 fois de famille, de cachette par sécurité. Et quand j'arrivais quelque part, j'allais d'abord dans le grenier pour voir comment je pourrais fuir par les toits s'ils venaient me chercher. Chaque nuit, je rêvais que j'étais poursuivi. Chaque coup de sonnette m'effrayait.
J'étais dans l'escalier, prêt à bondir vers le grenier. Pendant 17 mois, je ne suis presque jamais... Je suis peut-être sorti 2 ou 3 fois en rue. Et c'est pas facile pour un garçon j'avais 11 ans à l'époque. Vous avez vraiment vécu caché, oui. J'ai eu 12 ans. Enfin, bon... Et du coup, vous retrouvez votre père à la Libération, donc presque 1 an et demi plus tard. Et là, votre père, en fait, meurt de chagrin quand il apprend, en fait, l'horreur des camps et aussi le décès de votre mère et de votre sœur. Hein. Les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Mon père a échappé à l'arrestation, mais quand les troupes alliées sont entrées au printemps 1945 en Allemagne, et on découvert les camps Bergen-Belsen, Dachau et tous les autres, Ravensbrück et Buchenwald, et les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires. Mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas. Et il était complètement déprimé et il n'a pas su lutter contre la maladie. Donc il est mort désespéré. Et je suis resté tout seul alors. J'avais à ce moment-là 13 ans. Alors vous avez mené des études de droit, vous êtes devenu docteur en droit à l'ULB, puis avocat au barreau de Bruxelles. Vous êtes aussi un grand pianiste de jazz. Comment on se construit quand on se retrouve seul dans un contexte aussi difficile que celui que vous avez vécu? Il y a 2 choses qui m'ont aidé. D'abord, il faut savoir que la partie la plus importante de la vie humaine, c'est le début. Quand un bébé arrive au monde, s'il n'est pas pris tout de suite dans les bras de l'amour, il est marqué pour la vie. Et moi, j'ai été un bébé adoré. J'ai quand même vécu 11 ans dans une famille de dignité et d'amour. Et je pense que ça m'a donné une force pour toute la vie, je crois. Autre chose m'a aidé, c'est que j'adorais ma sœur, qui, elle, était brillante élève au lycée d'Ixelles, mais surtout une grande pianiste classique qui aimait le jazz aussi. Alors en pensant intensément à ma sœur, quand j'avais 16, 17, 18 ans, je suis devenu pianiste de jazz. Je n'ai pas appris la musique, je ne sais pas lire une partition, mais j'ai été pianiste de jazz. Vous dites grand pianiste, non, soyons réalistes, enfin. Je suis pas un grand pianiste de jazz. Je joue du jazz, enfin. Je fais mon possible. Mais vous le faites bien. Je crois que le jazz, pour moi, après la guerre, a été un facteur d'équilibre et d'intégration. Et c'est seulement quelques années plus tard, et même bien plus tard, que vous commencez vraiment à témoigner sur ce que vous avez vécu. Pourquoi avoir commencé à le faire, et surtout pourquoi aujourd'hui, à votre âge, à 91 ans, vous continuez presque tous les jours à aller dans les écoles, à aller faire de la sensibilisation, à aller raconter votre histoire? Pourquoi c'est essentiel de toujours le faire aujourd'hui? Je veux dire d'abord que pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de tout ce drame. C'était pas un secret, mais je n'en parlais pas, pour différentes raisons. Et puis, si j'avais remué constamment ces événements tragiques, j'aurais fait une dépression, j'aurais perdu l'équilibre. Donc j'en parlais pas. Je vivais, je suis marié, j'ai des enfants, maintenant je suis grand-père, j'ai fait beaucoup de choses. Mais puis, fin du siècle passé, dans les années 1997, 98, on est venu me dire que je devais témoigner, écrire un livre. Alors je m'y suis mis, j'ai obéi, j'ai écrit, et c'était difficile, ça a été une douleur d'évoquer tout ça. Et il y a des pages de mon livre qu'aujourd'hui je n'ose pas lire. Et ça m'a pas changé, mais ça a changé ma vie. Alors pourquoi maintenant je témoigne? Je témoigne d'abord contre les négationnistes, qui sont pas des fous, mais qui sont dangereux, qui sont des néo-nazis, parce qu'ils nient les crimes d'hier pour en commettre d'autres demain. Je parle également maintenant pour remercier les héros qui m'ont sauvé la vie en risquant leur vie. Et aussi au nom des victimes. Je veux m'exprimer au nom des victimes. Pas seulement des Juifs, parce qu'Hitler a tué plein de gens.
Et je parle également au nom de victimes d'autres barbaries, comme le génocide arménien ou le génocide du Rwanda, il n'y a pas si longtemps. Parce qu'il n'y a pas un génocide qui est plus grave que l'autre. Ils sont tous criminels. Et je parle surtout contre l'extrême droite. Parce que j'ai été victime de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite est le berceau du fascisme, du nazisme, du racisme et de l'antisémitisme dont j'ai été victime. Et c'est le berceau de la haine. Et voilà, et je crois que c'est utile, je ne dis pas que c'est une goutte d'eau dans la mer des bonnes volontés, mais c'est quand même une goutte utile. Oui, parce que cette extrême droite, aujourd'hui, elle est, j'allais dire, elle est plus proche que jamais, mais dans certains pays autour de nous, elle est déjà au pouvoir. Il y a des parlementaires d'extrême droite en Belgique. Et donc, ça veut dire que c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier de témoigner, de sensibiliser. Ça a toujours été important, je pense, de témoigner, mais actuellement, c'est très important parce que l'extrême droite est un danger pour l'humanité et pour la jeunesse. Donc, il faut lutter contre l'extrême droite. Comment lutter contre l'extrême droite? Comment? Eh bien, personnellement, je suis contre la violence, contre les révolutions qui sont dans la brutalité. Il y a peut-être des peuples qui sont acculés à de pareilles extrémités. Mais je pense qu'il y a deux moyens très pacifiques pour lutter contre l'extrême droite. Le premier, c'est l'éducation. L'éducation des jeunes, l'éducation de tout le monde. L'information, le devoir de mémoire. Quand moi j'explique ce qui m'est arrivé à cause de l'extrême droite, c'est une leçon que je donne aux gens. Parce que c'est vrai qu'il y a maintenant des pays où l'extrême droite relève la tête. C'est donc toujours en danger. Il faut être vigilant. Et il faut donc informer les gens sur les dangers de l'extrême droite. Et une deuxième façon de lutter contre l'extrême droite, c'est de bien voter. L'élection, il faut bien voter. Par exemple, je dirais qu'en Belgique, tous les partis sont... Moi, je ne fais pas de politique, mais je sais que tous les partis sont démocratiques en Belgique. Sauf un, le Vlaams Belang. Et en France, tous les partis socialistes, les républicains, tout ça, Mélenchon, tout ça, sont des partis démocratiques, sauf Le Pen. Mais je ne dis pas que tous ceux qui votent pour le Vlaams Belang et pour Madame Le Pen sont des fascistes. Il y a des gens qui votent comme ça de bonne foi, qui se trompent, qui sont trompés, qui sont désespérés, qui essaient une autre solution. Donc, il faut les informer. Mais parmi les dirigeants des partis d'extrême droite, il y a des gens dangereux, il y a des néo-nazis. Donc, moi, c'est ma façon, moi, de répondre. Et j'estime que témoigner, parce que je suis appelé à témoigner beaucoup, notamment dans des écoles, en Belgique et ailleurs, et je crois que c'est utile pour informer les jeunes des dangers de l'extrême droite, parce que je suis vraiment un exemple de victime de l'extrême droite, mais je ne suis pas le seul, j'en connais beaucoup d'autres. Beaucoup ont déjà péri, enfin ils sont morts maintenant. C'est bon que moi j'étais très jeune à l'époque, j'avais 11 ans, mais mes aînés de l'époque ne sont plus de ce monde. Je ne dis pas qu'il y a un autre monde d'ailleurs.
Mais on va continuer à parler de lutte contre l'extrême droite, de résistance aussi, parce que finalement l'histoire du 20e convoi, c'est aussi une histoire de résistance. Oui, bien sûr. On continue à en parler avec vous, Simon Gronowski, mais aussi avec Lionel Rubin qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Lionel, vous êtes chargé de mission au Centre d'action laïque, lequel qui est membre de la coalition 8 mai. Alors cette coalition, en quoi ça consiste et en quoi finalement c'est lié à ce dont Simon Gronowski vient de nous parler? Oui, merci. Je voulais déjà remercier effectivement Simon Gronowski parce que je sais son agenda chargé pour l'instant, notamment à l'approche du 8 mai, on va en parler. Et puis on voit effectivement toute la puissance que peut apporter un témoignage. Et donc voilà. La coalition 8 mai, c'est un ensemble de partenaires qui s'est réuni notamment en vue de commémorer le 8 mai et donc la victoire des Alliés sur l'occupant nazi. Donc ces partenaires, c'est essentiellement des syndicats, des personnalités, des organismes de la société civile, mais aussi du monde académique, du monde culturel, avec aussi des associations estudiantines. C'est national, donc c'est Flandre, région bruxelloise et Wallonie. Et donc l'idée, à l'initiative donc d'une fille de la résistance, Hélène de Sout, l'idée ça a été de se dire refaisons du 8 mai un jour férié. Date importante qui commémore les victimes et aussi la résistance. Et donc, refaisons de ce 8 mai un jour férié afin de réaliser ce devoir et ce travail de mémoire, ces gouttes d'eau, dont parlait Simon Gronowski. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de la coalition 8 mai. Et donc, les 7 et 8 mai, il va y avoir d'abord le 7 mai, ce dimanche 7 mai, il va y avoir une réunion à Brendonck, donc une commémoration avec une visite, des discours, un concert, etc. Et ensuite, le 8 mai, chaque région, alors dans les différentes villes de Belgique, va procéder à des commémorations, des activités artistiques, etc. Tout ça pour rappeler les atrocités auxquelles peut mener l'extrême droite. Oui, donc toute une série d'activités. Il y a une balade résistante aussi autour de Flagey. Alors notamment à Flagey, à Bruxelles, donc il y a une balade résistante. Donc on va autour de Flagey visiter l'ensemble des lieux mémoriels. Donc passer devant les maisons qui ont abrité des résistants, passer devant des pavés de mémoire, passer devant des bâtiments qui ont été utilisés à l'époque par la Gestapo, etc. Et donc voilà, c'est à 14h et c'est le lundi 8 mai. Alors Simon Gronowski, vous faites partie de cette coalition 8 mai. Vous avez signé pour cette coalition et pour par exemple que cette date redevienne un jour férié parce que ça fait de nouveau partie de ce devoir de mémoire et ce travail de sensibilisation que vous expliquiez juste avant. J'approuve et j'appuie à fond la coalition du 8 mai qui est animée notamment par Hélène de Sout parce que c'est un exemple de devoir de mémoire. C'est important de commémorer le 8 mai, parce que le 8 mai 1945, c'est la capitulation d'Hitler et surtout la fin de la guerre en Europe. Donc c'est un jour important qui a été un jour férié en Belgique pendant des années. Et puis, ça a été supprimé, je ne sais pas exactement pourquoi, mais moi, je soutiens le mouvement qui veut rétablir le 8 mai comme jour férié, comme le 11 novembre, et comme certains pays, parce qu'en France, c'est encore un jour férié. Voilà, je trouve cette initiative magnifique. Je l'appuie entièrement, de bon cœur. Oui, Lionel Rubin, c'est l'occasion aussi ce 8 mai de rappeler que, comme on le disait, l'extrême droite, c'est pas qu'elle s'approche, c'est qu'elle est là en fait. Ben oui, c'est toute la nécessité effectivement de se rassembler entre démocrates, quelles que soient les confessions et les convictions politiques de chacun, à partir du moment où on s'accorde là-dessus. C'est vraiment la lutte contre l'extrême droite. On n'en est plus là en Europe, dans nos démocraties occidentales, on n'en est plus à lutter contre la montée de l'extrême droite. Elle est présente dans nos parlements. Il suffit de voir en Italie, et parfois elle participe au pouvoir. Il faut voir l'Italie, la Pologne, la Hongrie, la France aussi dans les élections. Tout ça, et en Belgique aussi, on a une extrême droite qui est présente dans nos parlements et donc qui influe l'agenda politique, qui participe directement ou indirectement au pouvoir. On voit qu'elle peut bloquer, par exemple, des avancées démocratiques, notamment pour les droits des femmes, on l'a vu en Belgique, mais elle peut aussi, de manière indirecte,
polariser des débats et donc effectivement tendre un débat démocratique et tendre des positions pour essayer d'aller chercher le plus à droite possible. Et ça, c'est vraiment un danger, c'est vraiment des manifestations de la présence de l'extrême droite ici en Belgique. Et on voit que les sondages actuels sont extrêmement mauvais et voilà, ils font état de la bonne santé de l'extrême droite ici en Belgique. Normalement, en 2024, si les sondages sont respectés, on a le premier parti de Belgique qui est le Vlaams Belang dont parlait Simon Gronowski. Donc, on n'est plus dans de la prévention et dans des sortes d'incantations pour ne pas avoir l'extrême droite. On est maintenant, c'est l'heure d'être ensemble, de se lever et de lutter contre sa présence et contre ses effets néfastes. Oui, Simon Gronowski. Je voudrais dire que je garde ma confiance dans l'avenir. Je suis optimiste malgré les embûches. Je dirais que malgré... En fait, moi, j'apporte pas un message de chagrin, mais un message d'espoir et de bonheur pour les jeunes. Parce que la vie est belle. Je crois que la vie est belle, certainement, mais c'est un combat quotidien, notamment le combat contre l'extrême droite. Et je dirais que malgré les événements tragiques d'hier, comme ceux que j'ai connus, et que d'autres ont connus, et je connais des personnes qui ont souffert plus que moi, malgré les événements tragiques d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore dans le monde, il y a des hommes qui souffrent, il y a des peuples qui souffrent aujourd'hui, et il y a notamment des mouvements néo-nazis, des résurgences d'extrême droite. Moi, je pense, par exemple, aux suprémacistes aux États-Unis. C'est aussi ce sont des vrais nazis, enfin. Ils peuvent défiler avec des drapeaux à croix gammée aux États-Unis, dans certaines villes. Eh bien, malgré tout ça, moi, je crois en l'avenir. Parce que j'ai foi en la bonté humaine. Comment pourrais-je en douter alors que des gens ont risqué leur vie pour me sauver? Comme ces familles catholiques qui m'ont caché, si elles risquaient d'être envoyées dans un camp de concentration, c'est-à-dire à la mort. Donc, j'ai un message d'espoir et de bonheur. Mais je dis, il faut lutter. S'il n'y avait aucun danger, je ne devrais pas me fatiguer à aller plaider pour la paix et pour tout ça. Mais il y a toujours un danger, c'est vrai. Il y a des résurgences, en Italie, il y a un parti qui a pris le pouvoir, etc. Et alors, bon, c'est un combat. J'y participe dans mes faibles moyens, comme je peux, c'est tout, enfin. C'est minime, mais c'est quand même... Si tout le monde fait comme moi, c'est très mieux. Enfin, j'ai bon espoir. Mais c'est sur cette touche d'espoir qu'on va terminer l'émission, mais j'ai quand même envie de vous poser une question sur l'avenir, parce que vous allez beaucoup dans les écoles, vous sensibilisez beaucoup de personnes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il y a une génération qui va suivre, qui va continuer à relayer vos témoignages? Est-ce que c'est la société dans son ensemble qui doit s'emparer de ce travail de mémoire et continuer à parler de ce qui s'est passé dans les années 40? Il faut dire que, heureusement que la mémoire ne dépend pas des témoins. Parce qu'ils vont tous disparaître, les témoins. Non, la mémoire dépend du travail des historiens. C'est le rôle de l'histoire, des historiens. Et ils ont tous les documents d'époque, ils ont des archives, ils ont des films, même les films de fiction peuvent aider à la mémoire. Et même... Des œuvres de peinture, par exemple, quand on pense au Guernica de Picasso. Voilà un élément qui rappelle la tragédie. Donc, c'est le travail des historiens. Et la mémoire collective aussi. Parce que, comme je le dis, celui qui entend un témoin devient témoin.
Merci beaucoup Simon Gronowski vraiment pour votre témoignage. Alors quelques infos pratiques sur la coalition 8 mai, donc 7-8 mai, vous pouvez trouver toutes les infos sur www.coalition8mai.be. Vous dire aussi que le musée juif de Belgique organise une exposition en ce moment sur les 80 ans du 20e convoi dont vous vous êtes échappé, une exposition de photos de Jo Struyven jusqu'au 14 août 2023. Vous avez participé activement à cette exposition. Donc, Ah oui. Alors, donc ça, c'est à voir au musée juif de Belgique. Merci beaucoup Simon Gronowski, merci aussi Lionel Rubin. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu et merci pour ce témoignage très riche et plein d'espoir. Belle soirée à tous.